Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'un panorama sphérique en ActionScript 3 dans Flash. Donc dans ce tutoriel, nous allons apprendre à réaliser une animation qui ressemble à peu près à celle-ci. C'est une animation qui prend une photo écu rectangulaire, qui la charge et qui permet de naviguer à l'intérieur. Donc pour ce tutoriel, nous allons utiliser d'abord une photo écu rectangulaire. Donc c'est une photo prise avec un objectif assez spécial. Et nous allons aussi utiliser la librairie Papervision qui permet de travailler la 3D dans Flash. Donc le principe de base est de créer une sphère, d'y coller cette texture et de mettre la caméra à l'intérieur de la sphère et la faire tourner pour permettre à l'utilisateur de voir la scène sous tous les angles. Donc pour commencer, ce que je vais faire, je vais créer un fichier ActionScript 3. Donc pour cela, j'ouvre Flash, je fais fichier nouveau ActionScript 3. Voilà. Je vais créer les dimensions que je veux utiliser donc, pour mon panorama. Donc moi j'ai choisi d'utiliser du 600 par 250 parce que je trouvais que les proportions faisaient sympa. Et je vais enregistrer ce fichier à côté de mon image. Donc ici j'ai mon image et j'enregistre mon fichier sous forme panorama.fla. Et là, plutôt que coder directement en ActionScript tout d'un bloc, je vais utiliser une classe externe qui me permette déjà de mieux organiser le code d'une part et aussi de pouvoir éditer mon code sans avoir à ouvrir Flash. J'aurai besoin de Flash que pour compiler ou je peux compiler avec un compilateur externe. Donc ici, pour lier en fait Flash à une classe, j'ai juste à mettre dans le nom de classe le nom de la classe que je veux utiliser. Donc là j'ai choisi main. Donc là ce que je vais faire, je vais créer un nouveau fichier main.as qui se situe au même endroit donc que mon panorama.fla. main.as. Voilà. Donc ce fichier créé, donc c'est un fichier de type package, voilà, qui contiendra la classe main et les différentes fonctions qui permettront de créer notre scène en 3 dimensions. Donc pour commencer, je crée la classe, donc je fais public, classe, je mets le nom de ma classe, donc moi vu que j'ai choisi main dans mon flash, ben, ça sera main, vu que le nom du fichier est aussi main en plus. Et ce type, je dois le faire étendre du type sprite. Donc j'ai besoin de ce type là en fait pour pouvoir placer des éléments graphiques sur ma scène. Donc ici, forcément si j'utilise sprite, il faut que j'importe les packages nécessaires à son utilisation. Donc import flash.display.sprite. Voilà. Donc là je vais créer une première fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction constructeur. C'est une fonction qui est appelée lors de l'initialisation de la classe. Donc il est important d'avoir comme nom de fonction le même nom que ma classe. Voilà. Et cette fonction ne prend aucun argument et ne retourne rien. Et là, moi, elle va juste appeler une autre fonction qui permettra de créer la scène en 3D. Donc pourquoi là directement je ne mets pas les éléments ici, c'est parce que je peux avoir besoin d'un timer ou de quelque chose qui fera que la scène se créera après un petit moment. Donc là ça va être le cas. Tout à l'heure on créera un loader, donc j'ai besoin d'attendre un petit moment avant de créer la scène 3D. Donc ici c'est une fonction private parce que je n'aurai pas besoin de l'appeler ailleurs, enfin en dehors de la classe. Donc private function, et là je vais l'appeler init. Et pareil, elle ne retourne rien. Donc cette fonction, elle va faire quoi? Elle va permettre d'initialiser les différents éléments nécessaires à l'utilisation de Papervision 3D. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer différentes variables qui me permettront d'utiliser Papervision. Donc je mets ces variables en variables d'instance parce que ce sont des variables qui vont m'être utiles dans plusieurs des fonctions de ma classe. Donc pour déclarer les variables, je fais private ou public, suivant que j'en ai besoin dehors ou pas. Donc ici, moi j'en ai besoin que dedans. Donc private var, et là je mets ma variable et le type. Donc la première variable c'est render. Donc ça c'est une variable qui va me permettre de rendre la scène. Donc ça c'est une variable de Papervision qui s'appelle, qui utilisera l'objet basic render engine. Donc si j'utilise donc une variable de Papervision, j'ai besoin de l'importer. Donc ici je vais importer le package contenant basic render engine. Donc là, par exemple, vous ne savez pas Basic Render Engine dans quel package il se trouve. Donc il vous suffit d'ouvrir Firefox, d'ouvrir votre navigateur, de vous rendre sur la documentation donc, liée à Papervision. Donc vous allez au niveau donc, du menu dans All Class et ici vous cherchez votre objet. Donc
Donc ici c'est Basic Render Engine, et à côté vous avez le package dans lequel il y est. Et comme ça vous permet de l'importer plus rapidement. Vous n'avez pas à chercher 2 heures dans les fichiers où se situe ce package là. Donc ici import.basic render engine. Voilà. Donc là j'ai mon Basic Render Engine. Ensuite je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'un écran à travers duquel on va pouvoir voir notre scène 3D. Donc ça c'est le viewport 3D. Donc private. Donc là je vais l'appeler view comme vue. Hein. Et là ça va être viewport 3D. Donc si je l'importe encore une fois, je vais devoir recopier une importation de package. Donc là ça se situe dans le package view et c'est viewport 3D. Voilà. Ensuite j'ai besoin de ma scène. Donc là si vous voulez c'est un peu comme le décor dans un studio. Donc private var. Donc je vais l'appeler scène. Donc j'essaie de prendre des noms de variables assez courts et assez faciles à retenir. Voilà. Donc là, encore une fois, j'ai besoin d'importer le package import.org.papervision 3D. Alors là, c'est dans le package sense et je vais prendre scène 3D. Et enfin, j'ai besoin d'importer une dernière chose, c'est la caméra qui va permettre de filmer ce décor. Donc là, je vais l'appeler cam et ce sera un objet caméra 3D. Voilà. Et donc là, ici, j'importe encore une fois cette caméra. Donc ici, c'est org.papervision.camera 3D parce que j'ai besoin que de celle-là. Voilà. Donc là, j'ai mes différents objets qui sont lancés et je vais les initialiser dans la fonction init. Donc la première chose à faire, c'est de créer le moteur de rendu basique. Donc ça, c'est des objets qui se construisent assez facilement parce qu'ils ne prennent aucun paramètre. Ensuite, je vais créer la vue, donc view égale new. Alors là, j'ai oublié new. Hop, voilà. Viewport 3D. Alors cette fonction, elle prend 2 paramètres. En fait, c'est la largeur et la hauteur, donc de la partie à travers laquelle on verra notre scène. Donc là, concrètement, on veut que notre visite virtuelle prenne l'ensemble de la largeur. Donc on met stage.stageWidth en largeur. Donc ça, c'est la largeur de la scène. Et stage.stage8 en hauteur. Donc comme ça prendra automatiquement la totalité de la largeur donc, de mon fichier flash. Donc ensuite, je crée ma scène. Scène égale new scène 3D. Pareil, constructeur simple. Et la caméra égale new caméra 3D. Et donc là, j'oublie pas d'ajouter ma vue, donc mon écran si vous voulez, dans mon fichier flash, dans mon animation, en utilisant addChild. addChild. Là, j'y ajoute la vue. Voilà. Donc là, je vais faire une première compilation pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur au niveau des importations et des différents éléments. Donc là, je vois effectivement qu'il y a un petit problème, c'est ici, j'ai mis des grands D au lieu de petits D. Voilà. Donc des fois, c'est des erreurs bêtes. Voilà, donc pensez à compiler de temps en temps, ça vous permettra d'éviter les erreurs. Donc là, je vois que c'est bon, j'ai bien Papervision qui a été lancé, et je vais pouvoir créer d'autres fonctions. Donc je vais créer comme nouvelle autre fonction, une fonction assez pratique qui va permettre de rendre la scène, donc de créer donc, un instantané en fait de ma scène 3D. Donc celle-là, on va l'appeler renderer, voilà. Encore une fois, c'est des fonctions qui renvoient rien. Et elle utilise donc le moteur de rendu, c'est render. Donc on utilise la fonction render scène qui prend 3 paramètres. Le premier, la scène, donc ici nous c'est scène. Le deuxième paramètre, la caméra avec lequel on veut faire le rendu. Et dans quel viewport on veut charger donc ce qu'on a, donc ce que la caméra a filmé de la scène. Voilà. Et donc cette fonction, on pourra la lancer plus tard parce que là bon, il n'y a aucun intérêt de la lancer vu que la scène est encore vide. Donc là, nous allons créer une nouvelle fonction, donc on va la séparer justement de la fonction d'initialisation pour pouvoir la changer plus rapidement lorsqu'on voudra réutiliser ce code. Donc ici, private function, et donc là, la fonction on va l'appeler setDécor, c'est elle qui va placer les différents éléments 3D dans notre scène donc de travail. Donc ce que nous allons créer pour commencer, c'est quelque chose d'assez simple. Donc
c'est une sphère. Donc là déjà, juste je pense à mettre cette décor ici. Voilà, pour une fois qu'il a initialisé les différents éléments 3D envoyés. Et on va créer une nouvelle sphère. Donc là, on n'a pas besoin de créer une variable ici. Pourquoi? Parce que la sphère, on ne l'utilisera pas ailleurs. Là, par exemple, on avait besoin d'utiliser ces variables ici parce qu'on les utilise dans plusieurs fonctions. Donc ici, je vais créer directement une sphère égale new sphère, voilà. Donc là, forcément, si je l'utilise ici, il faut que je pense à importer le package. Hop. Donc ici, import, et encore une fois, j'importe le package. Donc ici, ça se trouve dans objects.primitives.sphere. Voilà. Donc là, j'ai créé ma sphère, sauf que le constructeur prend plusieurs paramètres, dont un obligatoire, c'est le type de matériel. Donc matériel, c'est une texture que l'on veut utiliser. Donc nous, on veut utiliser un rendu assez simple qui est wireframe. Matériel. Donc ça, c'est un rendu en fil de fer, donc qui va me permettre de voir vite fait à quoi ressemble la sphère. Donc là, forcément, ça va poser problème parce que j'utilise quelque chose que je n'ai pas déclaré. Donc je vais aller le déclarer en haut. Import. Et là, encore une fois, j'importe la même chose. Hop. Point materials. Point wireframe material. Voilà. Donc là, j'ai importé mon composant fil de fer. Donc ma sphère est créée et je vais ajouter cette sphère donc à la scène. Scène.add child sphère. Et ensuite, je rends la scène en utilisant la fonction renderer. Hop. Voilà. Renderer. Ici, je recompile. Alors, j'ai un petit problème au niveau de ma fonction. À chaque fois, j'oublie de taper un R. Voilà. Et là, je vois bien que j'ai ma sphère donc au milieu de ma scène. Donc moi, ce que je veux faire, c'est que je veux placer la caméra à l'intérieur de la sphère pour pouvoir en fait après coller ma texture. Donc ce que je vais faire ici, je vais aller placer donc la caméra à l'intérieur de la sphère. Donc première chose à faire, placer la sphère. Donc ici, je vais le faire plutôt avant d'ajouter. Voilà. Je vais placer ma sphère au centre donc de mon repère de ma scène. Sphère.x égale sphère.y égale sphère.z égale 0. Comme ça, ma sphère est au centre. Je fais la même chose pour la caméra. Donc là, je sépare un peu. Cam.x égale cam.y égale cam.z égale 0. Ici, je recompile. Et là, je ne vois plus rien. Pourquoi? Parce que ma caméra se trouve à l'intérieur d'une sphère et que par défaut, comme dans certains logiciels de 3D, les textures ne sont pas à double face. C'est-à-dire qu'on ne peut voir que depuis l'extérieur. Donc ici, au lieu de mettre directement ma texture, je vais aller mettre ici texture. Alors, vu que c'est une nouvelle variable, je fais var texture égale new wireframe material. Et ici, je mets texture point double sided égale true. Comme ça, la texture est à double face. Et ici, j'ai plus qu'à charger la texture dans la sphère. Et là, je vois donc bien que je suis avec ma caméra à l'intérieur de la sphère. Donc avant de vouloir faire tout ce qui est ajout de texture, on va réaliser l'animation au sein de la sphère. Donc là, je mets une animation assez simple. En fonction de la position de la souris, je vais faire évoluer, donc je vais faire bouger ma caméra. Donc là, premier problème, c'est que le renderer ne s'enclenche qu'une fois. Nous, on veut qu'il s'enclenche on veut qu'il s'enclenche en permanence, comme le ferait une caméra, pour afficher des changements s'il y a des changements dans la scène. Donc cette fonction, plutôt que de l'appeler tout simplement une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler à travers un événement donc, qui sera le enterFrame. Donc add event listener. Voilà, on ajoute l'événement enterFrame. Donc ça, c'est un événement qui s'enclenche à chaque nouveau changement de frame et on emploie renderer.
on va faire plutôt anime, voilà. Donc anime, c'est la fonction qui se chargera d'animer la caméra. Donc, private function anime, donc forcément vu qu'elle a été appelée grâce à un add event listener, elle prend en paramètre l'événement et elle ne retourne rien. Voilà. Et cette fonction, c'est elle qui sera chargée en fait d'écouter les différents comportements de la souris, le positionnement par exemple, et en fonction de bouger la caméra. Et ensuite cette fonction, qu'est-ce qu'elle fera? Elle rendra la scène. Donc là on va faire quelque chose d'assez simple, on va juste faire bouger la caméra. Donc là on va la faire bouger suivant quel axe? On va la faire bouger de droite à gauche, donc c'est suivant l'axe des Y. Donc cam.rotation Y plus égal, donc là c'est qu'on l'incrémente de 2. Voilà, donc là j'ai choisi arbitrairement, hein, je sais pas. Donc là forcément je viens d'essayer de compiler, j'utilise ici un event, donc il faut que je pense au niveau des déclarations à importer l'événement. Donc import flash.event events. Donc là je vais importer l'événement simple, c'est event. Voilà. Donc là je vois que j'ai bien ma caméra qui tourne en fait de droite à gauche, ou de gauche à droite. Donc maintenant que ça fonctionne bien, on va faire en sorte que ce soit plus facilement gérable par l'utilisateur, c'est-à-dire que ce soit lui qui influe directement sur la rotation de la caméra. Donc là ça va être plus des mathématiques en fait que du flash. Il va falloir calculer la position de la souris par rapport au centre de la scène. Donc là on va faire d'abord juste par rapport à X, voilà, et après on appliquera le même comportement par rapport à Y. Donc nous c'est plutôt une rotation en Y, voilà. Donc on va créer une nouvelle variable qui me permettra de stocker la valeur de la rotation et je pourrais y faire divers traitements. Donc cette valeur c'est quoi? C'est la position de la souris par rapport au centre. Donc ici par exemple le centre est ici. Ça veut dire que la souris est à 300 pixels de la gauche. Donc la valeur sera positive. Ici si on a la souris ici, on l'aura à 150. Donc si on fait la soustraction du milieu moins ce qu'on a, on aura quelque chose de positif ici et négatif ici. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc ici je prends la largeur donc de mon écran, alors, la largeur de ma scène, stage.width, je divise par 2 donc pour avoir le milieu et je soustrais la position de la souris. Voilà. Donc ici, je vais juste m'amuser à faire trace de rot Y, voilà, de la rotation en Y. Et je recompile. Donc là, je vois que c'est positif, ça va jusqu'à 300, et de l'autre côté, ça va jusqu'à 300 aussi, mais en négatif. Le problème, c'est que ces chiffres sont beaucoup trop gros. À 300 pixels, vous allez avoir le truc qui va tourner à une vitesse aberrante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapporter ça sur 1, pour avoir un rapport, 1 quand on sera au bout, et 0 si on est au milieu, et après ça sera proportionnel au fur et à mesure. Donc ça, on va le diviser par la moitié de la largeur. Comme ça, on n'aura plus qu'un chiffre qui ira entre 0 et 1. Donc là, on passe en mettre des parenthèses, sinon ça fout un joyeux bordel. Voilà, ici on actualise, enfin on recompile. Ah, et j'ai oublié de trace, forcément, je vais rien avoir, je peux toujours attendre. Voilà, hop. Donc ici, je vois, hop, ça va jusqu'à 1, et de l'autre côté, ça va jusqu'à 1. Donc là, on veut que ça influe en fait sur la rotation de la caméra, donc je fais cam.rotation Y plus égal, donc pour que ça incrémente, rot Y. Donc là, si je compile, ça va planter. Pourquoi? Parce que par défaut, ça n'aura pas de valeur, et du coup, au fur et à mesure des additions, ça donnera quelque chose de nul, nul, nul tout le temps, et du coup, vous ne verrez plus votre scène. Donc là, en haut, on va initialiser les différentes rotations pour pouvoir ensuite ne pas avoir de problème lors de la compilation et de l'animation.
Donc là, j'ai un petit problème, c'est que c'est pas dans le bon sens. Donc ce que je vais faire, j'ai juste à inverser ces deux chiffres ou à mettre un moins devant. Donc moi, je choisis la solution de facilité. C'est je vais inverser les deux chiffres. Voilà. Donc là, je vois bien que j'ai ma rotation suivant mon axe. Donc, hop. Alors là, je vois que quand j'ai compilé, j'ai eu un petit problème. C'est que je ne vois plus rien, et si vous remontez, vous remarquez Infinity, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème au démarrage. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va limiter ROT-Y pour lui dire que ça ne doit pas dépasser 1. Donc, et moins 1 forcément. ROT-Y est supérieur à 1. Or, donc, ROT-Y est inférieur à moins 1. Alors, ROT-Y sera égal à 0. Comme ça, on n'aura plus ce problème-là. Et ça limite un autre problème lorsque la personne sort du flash. Ça donne des valeurs aberrantes et du coup, on se retrouve avec des rotations de 10 km. Voilà. Donc là, on a bien notre animation qui se fait de droite à gauche. Donc si vous remarquez un petit effet de déformation, vous pouvez augmenter le nombre de segments qu'il y a dans la sphère. Donc ici, au niveau de la sphère, donc on précise la texture, on peut préciser ensuite sa largeur. Voilà, et ensuite le nombre de segments. Donc si on en met 20, vous aurez une sphère plus jolie, donc plus sphérique. Donc voilà, là vous voyez que par exemple, donc ça marche, mais ça prend forcément plus de ressources. Donc après, à vous de juger suivant la qualité de votre photo et en faisant des tests, si ça fonctionne avec 20 segments ou moins. Donc ici, j'ai fait ça pour ROT-Y, je vais faire la même chose pour la rotation en X. Voilà, hop. Donc là je sépare un petit peu. Donc sauf qu'ici ça va être cette fois-ci pas mouse X mais mouse Y. Ça sera plus stage.8 mais stage.8. Voilà, ici et ici. Et là ça sera plus le test sur la ROT-Y mais le test sur ROT-X. Donc voilà, là l'avantage c'est qu'on a quasiment aucune variable à changer. Et là je fais la même chose, je bouge la rotation en X. Et je m'assure qu'au démarrage, la rotation est bien à 0. Donc là, c'est vraiment pour être sûr. Voilà, hop, je réactualise. Et je vois que là, je peux maintenant me balader dans ma sphère. Et j'ai un premier problème, c'est lorsque on passe un peu trop en haut. Là, la personne est complètement perdue, c'est-à-dire qu'on est la tête à l'envers et plus rien ne correspond. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter quand même la rotation en Y pour pas permettre qu'elle dépasse une certaine valeur. Donc là, ce que je vais faire, je vais écouter rotation X donc sur la caméra pour savoir en fait quelle valeur commence à poser problème et il faut un peu la tête à l'envers. Donc là, je vois que je descends, hop, vers 40-50, ça commence à être un peu trop. Donc ici, je vais mettre un palier. C'est ici, hop, if cam.rotation x est supérieur à 50. Alors cam.rotation x égale 50. Voilà, et pareil, if cam.rotation y est inférieur à x est inférieur à moins 50, cam.rotation y x égale moins 50. Ouais, voilà. Hop. Donc là, je vois bien que ça limite et ça empêche totalement des problèmes donc de rotation de la caméra. Donc maintenant que nous avons ça en place, nous allons pouvoir faire des premiers essais en y plaquant des textures. Donc ici, au niveau du matériel, j'ai besoin d'utiliser un movie clip. Donc là, première chose à faire, c'est d'aller charger en fait l'image et d'écouter la fin du chargement. Donc là, j'ai récupéré un loader que j'avais déjà créé, donc c'est un truc assez simple avec juste une animation. Donc je vais par contre mettre comme fond un fond noir, voilà.
Et ce clip là, donc c'est un clip loader qui a juste l'animation, je vais l'appeler load anim. Voilà. Et je vais aller charger mon image au niveau de la fonction main. Donc là, c'est là qu'était l'intérêt d'attendre un petit temps le chargement. Donc je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'un objet de type loader. C'est un objet qui est un peu comme un movie clip, sauf qu'on peut lui dire de charger un élément. Donc ici, je vais le créer là, mais vu que j'en aurai besoin à plusieurs endroits, je vais directement créer la variable. Donc moi je l'appelle L parce que c'est vraiment le plus simple, et c'est un objet de type loader. Et donc là, forcément, si je crée cet objet, j'ai besoin d'importer le package qui correspond. Voilà, normalement je crois que c'est flash.display.loader. Voilà. Et je vais avoir besoin d'un autre truc, c'est ce qui permet de lancer l'appel d'une URL. Donc c'est flash.net.url request. Voilà. Donc là, je fais un peu de prévoyance. Donc ici, ce que je vais faire, je vais lui dire d'aller me charger cette image. Alors d'abord on crée le loader, L égale new loader. Ensuite L.load, on lui dit d'aller charger une image, c'est new URL request. Et entre parenthèses l'URL que l'on veut aller charger. Donc ici, moi ça c'est pratique, j'ai l'image en local, donc je mets img.jpeg. Donc ça peut marcher aussi sur une image distante. Voilà, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter l'événement pour savoir à quel moment il finit de charger. Content, loader, info, .add event listener, event.complete, virgule, et là qu'est-ce que je lance? Je lance la fonction init, voilà. Hop. Donc cette fonction maintenant elle prendra juste un paramètre qui sera l'événement. Voilà. Et donc là on va rajouter quelque chose dans init, on va lui dire d'enlever en fait le loader. Donc ici load anim .visible égale false. Alors là je pourrais utiliser remove child, mais si jamais vous avez besoin après de recharger quelque chose derrière, c'est pratique de l'avoir à portée de main et de pouvoir le réafficher. Donc là c'est bon. Là ce que nous allons faire, donc là c'est bon, on écoute le chargement. Lorsque le chargement est fait, on initialise la scène 3D, ensuite on place les éléments du décor. Et c'est ici où on va utiliser autre chose que le matériel wireframe. On va utiliser un autre matériel qui est plutôt pratique, c'est le movie clip matériel qui permet de charger donc un clip à la place donc ici du fil de fer. Donc ici si j'utilise movie matériel, j'ai besoin de le déclarer là-haut. Donc là je vais directement remplacer juste wireframe par movie matériel. Voilà. Et sauf que ce matériel a quelque chose de particulier, c'est qu'il a besoin d'un paramètre donc qui est le movie clip à charger à l'intérieur du matériel. Donc ici nous on veut charger le movie clip L, enfin qui n'est pas vraiment un movie clip, mais L qui est en fait un objet graphique qui contiendrait l'image.jpeg. Donc ici je recompile. Et je vois qu'il charge mon image à l'intérieur et que j'ai déjà les premières impressions concernant l'affichage donc de mon panorama. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un système de zoom. Donc pour ça il y a un truc assez pratique, c'est que par défaut il y a quelque chose qui permet de créer un zoom. C'est-à-dire que l'objet caméra a un paramètre zoom qui permet de zoomer sur une image. Donc là, première chose à faire, c'est encore une fois d'écouter autre chose, cette fois-ci que interframe, c'est d'écouter par exemple la pression d'une touche sur le clavier. Là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons écouter en fait la pression sur le clavier pour savoir si la personne appuie sur la touche avant ou la touche arrière pour zoomer ou dézoomer. Donc là, on va avoir besoin d'une variable qui passe à peu près à plusieurs endroits. C'est une variable qui permettra de stocker si on veut un zoom ou un dézoom. Donc là, private var, on va l'appeler czoom, caméra zoom. Alors on peut pas juste l'appeler zoom parce qu'elle va rentrer en conflit avec une autre variable, donc on va l'appeler czoom et donc ça sera une variable voilà neutre.
Ce serait une variable de type float, mais bon, on va rien mettre. Ici, on va écouter un nouvel événement. Donc ici, on va écouter une série d'événements. Alors le premier, alors add event listener, c'est keyboard event .key underscore down. Donc là, c'est lorsqu'on appuie sur la touche avant, par exemple, ou n'importe quelle touche du clavier. Et on appellera la fonction zoom. Voilà. Donc là, forcément, je crée la fonction zoom. Donc qui va prendre en paramètre l'événement. Donc là, c'est pas un type event, mais un type keyboard event. Alors par contre, je crois qu'il n'y a pas de B majuscule. Non, effectivement, il n'y a pas de B majuscule. Hop. De type keyboard event. Et donc qui retourne encore une fois rien. Et cette fonction, on va juste faire trace test pour voir déjà si ça marche bien, si cette fonction fonctionne. Et le problème, c'est que là, il faut importer l'événement. Donc ici, je duplique la ligne en haut. Et ici, ça ne sera pas juste un event, mais un keyboard event. Voilà. Hop, je recompile. Donc j'ai bien mon chargement. Mais lorsque j'appuie sur mes touches du clavier, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que je ne précise pas ce que je veux écouter. Donc là juste, je vais en profiter pour supprimer ça. Et ici lui dire d'écouter en fait la pression d'une touche lorsque je suis sur au niveau du stage, donc au niveau de la scène, au niveau de mon animation. Et là je vois que dès que j'appuie sur une touche, donc là vous le voyez pas, mais dès que j'appuie sur une touche, ça écho bien test. Donc là, plutôt qu'afficher test qui sert à rien, je vais afficher le code clavier de la touche sur laquelle je suis appuyé. Chaque touche a un code particulier, donc là il suffit juste de trouver le code pour la touche avant et arrière, ou n'importe quelle autre touche pour savoir qu'est-ce qu'on va écouter. Donc là 40 c'est quand on appuie vers l'arrière, et 38 quand on appuie vers l'avant. Donc ici ce que je vais faire, alors 40 pour l'arrière, mais lorsque c'est 40 je vais mettre le zoom à -1, et lorsque c'est 38 je vais mettre le zoom à +1. Donc if e.keycode est égal à 38, c'est-à-dire j'ai la touche vers l'avant, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le czoom à 1. Et si j'appuie sur la touche arrière, donc c'est le keycode 40, mais là qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le czoom à -1. Voilà, par défaut je vais mettre le zoom de la caméra à 1, à 0 plutôt, et au fur et à mesure, au moment de l'animation, je vais animer le zoom de la caméra en faisant cam.zoom plus égal czoom. Donc là j'actualise, enfin je recompile. Donc là par défaut il y a un problème, c'est que le czoom n'a aucune valeur, donc forcément ça va additionner avec aucune valeur, ça va faire non, non, non tout le temps, et ça va bugger. Donc ici au niveau de mon système, je vais mettre czoom à 0, voilà, pour éviter les problèmes. Donc là comme ça je vais avoir donc la possibilité de zoom qui me sera offerte lorsque j'appuie sur mes touches de mon clavier. Si j'appuie sur avant, je zoome vers l'avant, et si j'appuie sur l'arrière, je zoome vers l'arrière. Par contre, il est impossible de s'arrêter. Une fois qu'on a appuyé, il faut lui dire que lorsqu'on lâche une touche, il s'arrête. Donc ici, on va réécouter un autre événement. C'est stage.addEvent, la même chose, et keyUp. Donc là, c'est lorsqu'on relâche une touche, n'importe laquelle du clavier. Mais là, ce qu'on va lancer, c'est une autre fonction qui s'appelle stopZoom. StopZoom, voilà. Qui me permettra de stopper le zoom, donc en mettant czoom à 0. Private function czoom stop zoom. Ici la même chose, qui prend un keyboard event en paramètre, qui ne retourne rien. Et ici cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste mettre le czoom à 0. Comme ça, dès qu'on relâche, on n'a plus ce problème.
Donc ici, je zoome, et dès que je lâche, je vois que j'ai plus le problème. Donc par contre, il y a un problème, c'est que si la personne s'amuse à dézoomer comme une malade, ça va bugger. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Pour la rotation, si vous vous souvenez bien, c'est mettre un limitateur. Donc pour avoir un limitateur, il faut avoir une idée des valeurs que l'on ne souhaite pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le caméra.zoom. Cam.zoom. Voilà. Et comme ça, on va savoir quelle valeur, à partir de quelle valeur ça commence à être un peu critique. Donc ici, si je zoome, je zoome, je zoome. Bon, on va dire 100, c'est le maximum. Et si je dézoome, 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 dézoome. Voilà, on va dire que 40, c'est une bonne valeur pour avoir une vue sympa, sans avoir trop de déformation. Donc entre 40 et 100. Donc ici, if cam.zoom est supérieur à 100, alors qu'est-ce qui se passera? Cam.zoom sera égal à 100. Voilà, donc ça c'est ce qui permet de ne pas trop pouvoir zoomer. Et ensuite on va faire la même chose, if cam.zoom est inférieur à 30, alors cam.zoom sera égal à 30. Donc ici je vois que si j'essaie de dézoomer un max, je suis bloqué, bien comme je le souhaitais. Donc voilà, là nous avons fini avec donc notre système de navigation. Donc si par exemple on veut changer un petit truc, on va changer ce système de zoom, donc certains ne le trouveront pas forcément très pratique, et faire un système un peu plus simple, c'est-à-dire que lorsqu'on clique sur la photo, ça zoome, lorsqu'on reclique, ça dézoome. Donc ici, ce qu'on va faire, on va garder cette variable de ces zooms qui va nous être utile, elle sera à 1 si on est zoomé et 0 si on est dézoomé, et on va écouter quoi cette fois-ci? On va écouter un mouse event.click. Alors on va écouter le mouse event click. Donc là on n'a plus besoin de la fonction dézoom, on n'a plus besoin de ce petit bout là. Voilà, il n'est pas pratique en plus. On n'a plus besoin de ces deux bouts là, et on n'a plus besoin en haut du keyboard event, mais du mouse event. Ensuite on va faire une petite animation fluide qui permet de zoomer. Donc là on va importer TwinLight. Donc c'est gs.twinlight. Donc si vous n'avez pas TwinMax ou TwinLight, ce que vous pouvez faire, c'est le télécharger sur le site de Greensock et le mettre dans votre dossier classe qu'on a appris à réaliser dans le précédent tutoriel. Donc ici j'ai ma fonction zoom. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Par défaut, c'est zoom, il vaut bien 0. Voilà. Mais si c'est zoom égale à 0, c'est-à-dire qu'on est en dézoomé, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va animer le zoom de la caméra. Donc on va faire TwinLight. Light. Alors TwinLight, c'est quelque chose qui permet de faire des twins simples. Donc TwinLight.to. Là on met entre paramètres, le premier paramètre c'est qu'est-ce qu'on va animer? On va animer la caméra, virgule la durée, 1 seconde, virgule, une série de paramètres qui précisent qu'est-ce qu'on va animer. On va animer le zoom à 100. Zoom 2.100. Donc là, c'est lorsqu'on veut zoomer, et lorsqu'on veut dézoomer, qu'est-ce qu'on fait? On fait une autre condition, else. Donc là, on mettra juste après le zoom à 1. Zoom égale 1, voilà. Non, plutôt czoom, voilà. Et sinon, c'est-à-dire que le czoom est à autre chose que 0, donc il y a de grandes chances que ça soit 1, mais on fera l'inverse, on fera un TwinLight to cam, et cette fois-ci, on animera à 30, parce qu'on avait dit que c'était notre valeur qui correspondait. C'était notre valeur de dézoom maximale, et on va mettre le czoom à 0. Oui, ici du coup c'est un mouse event. Ici c'est zoom, pas c'est zoom. J'actualise, enfin je recompile. Voilà, donc j'ai ma vue bien. Je clique, hop, ça zoom. Je reclique, ça dézoome. Donc là après avec les effets de TwinLight ou TwinMax, vous pouvez gérer différents affichages. Donc voilà, nous avons terminé avec la réalisation de cette visite virtuelle sphérique en utilisant Papervision. Donc ça a été l'occasion d'apprendre la programmation orientée objet dans Flash pour coder avec un fichier externe, et aussi de voir comment utiliser Papervision pour réaliser quelque chose de relativement simple.
Donc après, libre à vous d'adapter ce tutoriel pour une vue cubique par exemple, en remplaçant juste la sphère par un cube et en calant dans les différentes faces 4 photos qui ont été prises. Donc voilà, à la prochaine.